Vous vous apprêtez à écouter la deuxième partie de l'épisode sur la télé-réalité. Si vous avez manqué le premier épisode, il est disponible sur toutes nos plateformes. Bonne écoute! Merci, Christian. On voit que tu es vraiment passionné de Survivor, clairement. Alors, encore une fois, je m'excuse, j'ai parlé vraiment beaucoup. Mais c'est pas grave, c'était quand même très passionnant. Et on est beaucoup intervenu aussi parce qu'on aime ça. On t'a même amené sur d'autres sujets. C'est normal à un moment donné. C'est bien correct, mais je m'emporte quand je parle de ça. Alors là, c'est mon tour. Je vais essayer de pas trop m'emporter et de ne pas parler à mon tour pour près d'une heure. Et ça va être difficile parce que c'est un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Je vous parle de Star Academy. Star Academy, écoute, je suis fan depuis la première édition en 2003. J'ai voté pour Wilfred, j'ai dépensé $1, j'ai pleuré quand il a gagné. Moi aussi, je me suis tirée en bas de ma chaise. Moi, je pense que... Littéralement. Elle s'est tirée à terre. Voyons donc. Ouais. Moi, j'ai pleuré, j'ai crié, difficile. Je me suis levée debout. Wilfred a gagné. J'étais vraiment contente. Wilfred qu'on voit moins par ses temps qui court. Ça, c'est même presque dire plus vraiment. Ouais. Mais on lui souhaite de revenir avec le succès, de renouer avec le succès. Moi, j'avais quand même son premier album. Puis même cette en fin de semaine où il y a eu un retour à la Star Academy d'anciens académiciens, je pense pas qu'il était là. Il était-tu là? Non, mais c'était juste les anciens de 2012. Ah, OK. Les anciens d'une année précise. Parce que là, oui, il y a une nouvelle saison de Star Academy cette année. Je l'écoute avec passion, avec bonheur. Tous les jours, j'écoute la petite quotidienne. Je vais même regarder tous les lives Facebook au complet. D'ailleurs, à la fin de chaque gala, il y a le post-mortem de Lara Fabian en direct sur Facebook. Je n'en ai pas manqué un. Et je salue ta fille Léa, que je vois toujours qu'elle aussi écoute les directs. Oui, effectivement, elle écoute ça. Je la vois qu'elle est là. Elle doit me voir aussi. Puis elle doit se dire, oh ben, elle aussi est là. Et je suis là et pas à peu près à part de ça. J'ai même déjà commenté, là, comme une vieille personne, pour encourager. Comme une vieille personne. Mes académiciens. Souligner le travail de Lara Fabian, par exemple. Elle est incroyable. C'est ma découverte. À quel point elle est bonne. Elle est tellement bonne. Elle donne des conseils qui changent tout. Elle replace les jeunes dans leur posture, dans leur mâchoire. Puis ça fait vraiment une différence sur le son. Des fois, ça se transmet pas nécessairement au gala du dimanche, mais on voit que dans la pratique, en tout cas, ça marchait. Le chant est très technique quand même. Il y a une technique. Ouais. Star Academy, c'est une télé-réalité de talent, hein? Parce que ça, c'est comme un peu un autre type de télé-réalité. C'est pas juste de la réalité. Ces gens-là sont là parce qu'ils ont un talent, parce qu'ils veulent prouver quelque chose, parce qu'ils veulent s'améliorer dans quelque chose. Puis moi, c'est mon genre de télé-réalité préféré. Oui, de musique, mais aussi de tout autre talent, que ce soit les souffleurs de verre là, sur Netflix. Oui, très bon ça. Fascinant. Très bon. Même l'acier et le feu. Là, c'est le feu et l'acier. Ils font des couteaux. Là, ils font des couteaux. Ça, c'est vraiment le fun aussi. Il y avait l'affaire des fleuristes à un moment donné. Dans le temps, les danseurs. Moi, j'ai écouté ça beaucoup sur You Think You Can Dance. Tu sais, c'est ça. Moi, j'aime ça quand c'est des gens qui sont là pour leur talent puis qui vont venir nous montrer un peu leur vulnérabilité en essayant de s'améliorer. Et quand c'est quelqu'un qui, au départ, n'est pas très bon et qu'il devient bon, il n'y a rien qui me fait pleurer plus que ça. Je te l'ai déjà dit, je pleure dans Rock'n'None à chaque fois que je l'écoute. Voilà. À chaque fois que les petites religieuses deviennent bonnes, je pleure. Parce que quand on s'attend à ce que quelqu'un ne soit pas bon, puis là, il te sort une note parfaite, puis t'es comme, oh mon Dieu, moi, ça me fait capoter. Donc, mes préférés dans cette édition-ci de Star Academy, Jacob. Et je dois dire que même avant qu'il fasse une première note, Valérie est témoin. On avait écouté les premiers épisodes ensemble du camp d'entraînement et je l'aimais. Je l'ai vu et j'ai fait un geek. Moi qui est geek un peu moi-même. Je trouvais qu'il y avait un petit look geek quand même. Tu sais, comment dire, pas un nerd nécessairement, mais tu voyais que c'était un gars plus gêné, plus réservé, plus timide. Et là, il se met à chanter puis en plus, il chante bien. Hey, là, t'es venu me chercher carrément. Puis je pense d'ailleurs qu'il y a de grandes chances de gagner. Là, c'est un des préférés du public parce que il chante bien. Puis je trouve ça beau de le voir sortir de sa coquille. T'sais. Ça me touche. Et chez les filles, j'aime bien Lunou, la fille de Luce Dufault. Là. Oui. Elle m'a vraiment jeté à terre quand elle a chanté du Diane Dufresne. Là. C'était incroyable. J'avais des frissons. J'en pleurais. Je l'ai trouvée vraiment écœurante.
Ça, je trouve ça toujours drôle dans les téléréalités de ça. Par exemple, à La Voix aussi, parce qu'on a vu quand même la fille à Nathalie Choquette, la fille d'Yvon Deschamps et tout ça, la fille de Sylvain Cossette, mais on voit pas leurs parents. Ils viennent pas... tu sais, comme Lounou était en danger cette semaine. C'est vrai, hein? Mais sa famille, où il y avait des gens avec elle, je pense. En tout cas, je me rappelle chum, pas, son chum. Mais tu sais, sa mère est pas là. Je ne sais pas s'il y a une raison pour ça. Par contre, Luce Dufault commande toutes les photos de Lunou sur Instagram. Ça, c'est vrai. Ben là, j'espère à quelque part qu'ils sont là, les parents, quand même. Là. Peut-être qu'ils veulent pas payer UDA, là. Peut-être que c'est ça. Peut-être que si elle arrive, il faudrait payer UDA. Fait qu'on aime mieux qu'elle vienne pas. Mais là, on parle de la version 2021, mais on va quand même revenir en arrière, là, en 2003, avec la toute première édition de Star Academy au Québec. C'est un concept qui a vu le jour en France, mais qui découle d'une télévision espagnole, en fait. Mais la première Star Academy, c'était en France en 2001. Donc, 2 ans plus tard, ça arrivait ici. Puis, tu sais, là, ce que je trouve beau là, de cette édition-là, c'est que les gens qui se sont inscrits là-dedans, là, puis qui ont passé les auditions, ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient. On le savait pas. Tu sais, c'était un peu avant l'arrivée des médias sociaux. Tu sais, il y avait comme MySpace qui commençait. Facebook n'était pas inventé. Instagram, YouTube, c'était pas inventé. Fait qu'on avait moins accès aux émissions françaises. Fait que, tu sais, même le public, on savait pas, là, ça allait être quoi Star Academy avant que ça commence. Puis tu sais, c'est ça que je trouve toujours le fun dans le début d'une télé-réalité comme ça, ben c'est ça, c'est que les gens, ils savent pas. Parce qu'après ça, quand tu sais dans quoi tu t'en vas, ben je trouve que ça change un peu. Quand les gens commencent à savoir c'est quoi, là, ça change un peu le type de joueurs qui vont venir jouer et les raisons et les motifs pourquoi ils vont venir jouer. Ben c'est ça. Il y avait quelque chose de touchant dans leur naïveté aussi ces gens-là qui embarquaient là-dedans. Savait pas. C'était pas nécessairement du monde qui a dû sortir un EP, tu sais, ou qui avait de l'expérience. Ça aurait pu être n'importe qui chantait un peu bien, tu sais, puis qui s'en allait à la télé. Il y avait quelque chose de vraiment super naïf et beau dans cette saison-là. Une belle candeur chez les candidats, mais autant que chez les gens qui ont fait et produit l'émission et que Julie Snyder et que tout le monde qui commençait dans ce concept-là à créer ça. Puis je pense aussi que dans la première édition, quand on a fait faire des auditions, on cherchait quelque chose d'autre que la voix. Tu sais, là, je dis pas du tout que les autres candidats, après, dans les autres années, il n'y avait pas de personnalité, mais je pense que dans la première édition, on a quand même fait attention d'avoir un casting peut-être plus large, d'aller chercher du monde qui, c'était pas les meilleurs chanteurs, mais qui avaient des personnalités le fun, puis que, tu sais, parce qu'à un moment donné, il y en a qu'il faut qu'ils partent, là, des académiciens, là. Tu peux pas tous les garder. Fait que, tu sais, peut-être aller chercher du monde comme Stéphane de Normétal, sachant qu'il allait partir peut-être... dans les premiers, tu sais. Pas qu'il était pas bon, mais tu sais que c'était un autre genre que ce que, tu sais, mettons, Wilfred ou Marie-Hélène étaient, par exemple. Donc, on va se parler un peu des candidats, justement, OK? Je vais vous les nommer quand même assez rapidement. Je vais y aller du gagnant jusqu'à la première personne qu'on a éliminée, voir si vos mémoires sont bonnes, si vous vous rappelez d'eux autres. Okay. Fait qu'on avait, Wilfred, qui était le gagnant. Je veux pas que le pape moure. Je veux pas que le pape moure. Ça nous a beaucoup marqué, cette phrase. Oui. Marie-Hélène Thibert. Oui. On s'en rappelle. Annie Villeneuve, talentueuse, chanteuse de Jonquière. Marie-Mé Bouchard, qu'on a connue là. Jean-François Bastien. Là, on commence à être moins dans le connu. Changer le monde avec une chanson. Exactement, le beau gars qui avait chanté aussi dans le numéro de Grease avec Annie. Ça m'a beaucoup marqué, ce numéro. Martin Rouette. Ouais, on l'a revu un peu, lui, après, lui. Il n'a pas joué dans Virginie après. Ça se peut, c'est fort possible. Il n'a pas fait des comédies musicales après? Ouais. Il était plus. Il y avait un petit côté acteur. Il y avait un côté acteur. Il a fait effectivement des comédies musicales, mais je pense pas qu'il ait sorti de grands albums à succès. Mais on l'a vu aussi des fois un peu choriste de d'autres mondes, etc. François Babin. François Babin, ça me dit de quoi, ça? C'est celui qui a le plus grand nombre de mises en danger à Star Academy, il me semble. Il n'a pas été battu encore. Il avait même retiré son fauteuil, rappelez-vous. Il avait retiré son fauteuil dans un gala. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il avait comme les cheveux un peu longs. Il chantait bien du Boom Desjardins, si je me rappelle bien. Marie-Disa Bossé-Pelchat. Oui. On se rappelle. Je me rappelle des noms, effectivement. Stéphane Mercier. Donc, Stéphane de Normétal. Celui qu'on a vu les fesses. Écoute, j'ai réécouté ce moment-là. Il est disponible sur YouTube et je te confirme qu'on voit plus que ses fesses. Ah!
OK, je me suis pas rendu jusque-là. Que je comprends pas. C'est tellement bizarre. C'est tellement que je Imagine. comprends pas. Mettons, là, ça arrive, là, puis Julie, elle vient cogner à ta porte, puis t'es tout nu. Puis mettons, tu y vas ouvrir, puis là, tu fais « Mon Dieu, c'est une équipe de télévision. Va, tu sais, laissez-y un temps pour s'habiller. Ben Lui, oui. il est allé chercher un Va t'habiller. chandail, puis il l'a mis de même en avant de lui. Puis je te le dis, on y a vu le pinou. Mais en même temps, tu te dis, mais qui répond à la porte chez eux tout nu? Moi, ça cogne chez nous, puis je suis tout nu. Attends, je vais m'habiller avant d'aller à la porte, peu importe qui est l'autre bord. Là. C'est sûr que je m'habille avant. Là. Je vais me mettre un petit quelque chose, une robe de chambre, n'importe quoi. Mais Ben absolument. fait que peut-être que tout ça est stagé depuis le début. Ben écoute, je penserais pas. Peut-être. Moi, je trouve en tout cas, Vous ça a voulez l'air la vrai. télé-réalité? Stéphane était tout nu. Il était tout nu. C'est la réalité. Et c'est ça, c'était la vraie vie. Il aurait pu s'habiller C'est ça. après. Ah ouais. Oui, mais il l'a pas fait. Il était à genoux, nu, avec son chandail comme ça en avant de lui. Bon, il y a la petite gosse qui dépense, puis il est là, puis il pleure, puis il est content d'être pris. Je suis assez content d'être pris. Moi, tu pouvais me mettre du linge. Bien spécial. Après ça, Suzy Villeneuve, Eh oui, Suzy qu'on vient de revoir à la voix. qu'on a revu à la voix. Suzy qui a abandonné d'elle-même l'aventure, qui a quitté à la 6e semaine. Elle a choisi de partir. La pression était grande sur elle. Le fait d'être avec sa sœur jumelle, tu sais, j'imagine que quand t'es jumelle, t'es tout le temps un peu en compétition toute ta vie, là, tu sais, aussi, là. Non, ok, je pensais que tu allais dire quelque chose. Mais moi, d'ailleurs, cette année, quand Suzy Villeneuve est revenue à la voix, et puis que je me disais, une autre, comme j'ai dit tantôt, hein, on n'a jamais vu Annie nulle part, et tout ça. Et je suis allé fouiller un peu pour voir un peu, il se passait-tu quelque chose. J'ai trouvé quand même des choses, certains articles où il y a vraiment eu une espèce vraiment une compétition et une tension entre les deux à un certain moment donné, qui maintenant n'est plus nécessairement là. Mais Suzy, je pense qu'elle a vraiment dit elle se sentait obligée de se prouver à sa sœur tout le temps. Et que ça lui a nuit beaucoup. Et maintenant, ils ont travaillé là-dessus et ça va mieux, leur relation, apparemment, là, de ce que j'ai lu. Là, ça demeure toujours pas sûr à 100%, mais ça a fait en sorte que ça a été peut-être difficile et ça a peut-être expliqué. Je suis d'accord avec cette théorie-là. D'ailleurs, à un moment donné, Suzy s'était fait teindre les cheveux bruns. Et là, ça faisait comme une espèce de « je suis pas ma sœur ». Moi, je voyais ça comme un message. Un peu comme Ashley et Jessica Simpson. Ouais. Tu sais, il y a eu cette période-là où elle a eu les cheveux noirs. Puis quand elle est revenue à la voix, là, elle était redevenue blonde. On dirait qu'elle était plus en paix avec tout ça. Puis moi, elle m'a tellement fait pleurer. Là. Je l'ai tellement trouvée bonne là, quand elle a fait son audition. Là. Je capotais. J'étais là, waouh, tu sais, quelqu'un qui a touché le fond, là, mais qui là, elle revient, là, tu sais, puis elle est belle, puis elle est bonne. Puis ça me faisait moi, capoter. j'adore Annie Villeneuve aussi. J'aime les deux, mais j'ai toujours trouvé que Suzy, j'ai toujours trouvé qu'elle avait un petit quelque chose de plus. Fait que là, je trouvais ça le fun de la revoir à la voix parce que je me dis, crème, elle a un petit quelque chose aussi, elle, qui est vraiment le fun. Ouais. Après ça, Émilie Bégin, hein, qu'on a bien, qu'on se rappelle d'elle. Ça, c'était pas ma préf. Ouais, elle grouillait pas mal. Hein? Elle faisait des grouillades. Elle dansait, mes amis. Elle dansait. Elle dansait. Elle chantait pas toujours juste non plus, me semble, de mémoire. C'est ça qui me travaillait un peu. Ouais. Une des meilleures chansons, je trouve, sur l'album de Star Academy. Elle chante Laissez-moi danser. Là. Danser. Ouais. Laissez-moi danser. Non? Ah, danser. Danser, ouais. Parce que Laissez-moi danser, c'est plus une balade, là. Fait que... Mais... Laissez-moi danser. Non, c'est chanté, non, ça. Tu te trompes, c'est Laissez-moi partir. Laissez-moi partir. Tu vois, moi, je sais pas, j'en fais pas de radio, moi. Mais c'est comme... Laissez-moi danser. OK. Laissez-moi. OK, oui, c'est bon. Là, c'est vrai. On a bien raison. Ouais, mais non, c'est vrai que sur l'album, elle chante danser, mais je trouve que c'est une des meilleures. C'est vrai, c'est vrai. Mais en fait... L'autre fois, quand Star Academy a recommencé en 2021 pour célébrer, j'ai écouté l'album de Star Academy 2003, qui est disponible sur Spotify. Je l'ai écouté là. Puis c'est une des chansons que j'ai le plus chantée et j'ai dansé dans ma cuisine. J'étais en train de faire la vaisselle. Ben, je te crois. Puis moi aussi, aujourd'hui, j'ai réécouté cet album-là pour me mettre dans l'ambiance. Et mon Dieu, qu'il y a des bonnes tunes là-dessus. Parce que moi, je l'ai écouté, cet album-là, à l'usée. Ben oui, moi aussi, on l'a écouté beaucoup, nous autres aussi. Fait que, tu sais, à part, mettons, si on passe Chante Marie-Mé, qui est une chanson très gênante. Je me rappelle pas de celle-là, on dirait. Moi, juste d'entendre Marie-Mé chanter Autobus. Autobus. Bon. Oui, c'est vrai qu'elle se donne sur le mot autobus. Après ça, Dave Bourgeois, qui est parti plus tôt dans l'aventure. Ouais, c'était pas un petit gars de la Côte-Nord, ça? Dave Bourgeois. Oui, hein, c'est ça. Ouais. Oui. Élise Robineau. Non, moi, je me souviens d'Élise pour sa chanson sur l'album qui était excellente. Sa chanson sur l'album. Tout petit la planète.
Tellement bon. Okay. Élise Robineau. Puis elle avait une voix, je pense, qui aurait pogné plus peut-être dans les années actuelles. Peut-être qu'à l'époque, on allait chercher... Elle était d'avance sur son temps. Ben, je pense aussi que c'était ça l'affaire. Elle a fait quand même une couple de spectacles avec un groupe hommage à Cranberries. OK. C'est vrai que ça doit être très bon parce qu'elle a le style de voix un peu de reste de Cranberries. Oh, yeah. Et celui qui est parti au tout début, Pascal Nguyen Deschênes. Oui, je me rappelle. Fait que vous voyez l'album, si je ne me trompe pas, il y a une seule phrase. Il n'y a même pas de toune. C'est tellement pas fin. Puis même la phrase qu'il fait, c'est pas yarb. Puis tu sais, je pense que dans... On va le dire, là. Puis dans cette édition-là, en tout cas, je me trompe peut-être, il faudrait regarder, mais je pense que c'est l'édition, là, c'est encore à ce jour l'édition de ceux il y en a eu le plus, tu sais, Marilyn Thibert, Wilfred quand même, qui a eu un certain succès, Annie Villeneuve, qui a quand même du succès, Marie-Mé, Émilie Bégin, bon, qui était pas ma préf, mais qu'on voit encore, tout ça, c'est dans toutes sortes de choses, mais ça fait j'ai l'impression que c'est vraiment l'édition où il est sorti le plus de monde qui ont fait minimalement, qui font soit encore carrière ou en tout cas qui ont eu une très belle carrière. Bien, je pense aussi qu'on s'est plus attaché à ces gens-là parce que justement, comme on le disait tantôt, il y avait cette candeur-là. On avait l'impression de connaître les vraies personnes. Puis tu sais, ceux-là qui l'ont fait après, ils étaient vrais aussi, sauf qu'ils avaient peut-être plus conscience du phénomène, de ce que ça allait faire après, qu'il allait être connu, qu'il y avait des caméras partout. Mm-hmm. Ce qu'on retrouvait moins chez les premiers candidats, fait qu'on s'est peut-être plus attaché. Ouais. Puis je lisais un peu où est-ce qu'ils sont rendus maintenant, puis c'était super intéressant. Puis il y en avait plusieurs qui disaient qu'ils se faisaient reconnaître encore aujourd'hui, même si c'était pas les plus populaires de l'émission, ils se faisaient encore reconnaître toutes ces années plus tard. Et il y avait aussi tout un cast au niveau des professeurs, hein, parce que le directeur de la première édition, vous souvenez-vous, c'était qui? C'était pas... Non, René Angélil? Non. C'est José Lito Michaud? C'était José Lito Michaud. Oh, j'hésitais entre lui et René Angélil. C'était José Lito Michaud. Il y avait aussi Denise Filiatro, qui était professeure d'interprétation dramatique, la professeure de danse Geneviève Dorion-Coupal et Bruni Surin s'occupait de l'entraînement physique des académiciens. Et il y avait la professeure de chant Linda Maillot, j'espère que je le dis comme il faut. Mais quand même, ce que je trouvais intéressant, c'est que c'était pas tout du monde super connu, mettons, les profs, mais c'était du monde qui était vraiment, qui avait vraiment des capacités et qui avait des formations de professeurs aussi. Puis on avait l'impression vraiment de vivre avec eux autres un peu les cours puis d'apprendre pour vrai. T'sais, on apprend aussi beaucoup là, cette année puis les autres années d'après, mais c'était quand même plus centré sur le côté académique, je pense. Oui. Bon, les moments inoubliables de cette saison-là, j'en ai parlé tantôt. Stéphane de Normétal, flambant cul à la télé. Après ça, il y avait aussi quand ils sont allés annoncer à Pascal qu'il était pris, ils ont surpris sa mère dans le parking puis elle avait des sacs d'épicerie dans les mains. Puis elle a vraiment fait un ça comme « Hey, voyons, c'est que vous faites là. » Ben, voyons donc. Ça, c'était un beau moment quand même à se rappeler. Puis ils sont allés réveiller Pascal dans la maison. Il était dans son lit puis « Hey, t'es pris pour Star Academy. » Donc, moment cocasse. La chorégraphie sur la chanson thème, et c'est pas fini, c'est rien qu'un début, là. L'espèce de chorégraphie, et je me rappelle qu'il y avait une espèce de move où il piochait de la tête et que Wilfred appelait ça la poule. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais moi, ça m'avait vraiment marqué. Puis là, après ça, il faut faire la poule. Là. Puis il va falloir que je retourne voir ça. Faisait la poule. Je pense que je pourrais quasiment te faire la chorégraphie. Je me souviens quand même que c'était des pas assez simples. Là, puis il y avait des petits moves de main, des petits moves de bras. Allez voir ça sur YouTube là, si vous êtes nostalgique. J'en ai parlé aussi tantôt, Marie-Mé et sa chanson « Chante Marie-Mé », qui a été écrite pour elle. Puis même elle a déjà dit en entrevue que c'était la chanson la plus gênante à chanter de sa vie parce que elle chantait sur elle-même. Tu sais, c'était bizarre, là. Dos tatoué, langue percée. Tu sais, voyons. C'est gênant, là. Tu sais, on la comprend. Bon, Suzy Villeneuve qui quitte l'aventure à la 6e semaine. Ça, c'était marquant aussi. Pour devenir vendeuse de Tupperware. C'était triste quand même. Non, mais c'est rendu loin. C'était un appel à l'air. Quand même, parce que ça avait beaucoup marqué Annie aussi. Tu sais, ouais. Je me rappelle que ça l'avait vraiment troublé là, pendant quelques temps, là, le fait que sa sœur s'en aille. Puis c'était big, là. C'était gros. C'était tellement gros, la télé-réalité, dans ce temps-là. Probablement que
il avait dû faire un bulletin spécial, genre, pour dire que Suzy s'en allait essayer. Mais il était très jeune aussi. Il avait 18 ans. Il était jeune, c'est sûr qu'il était jeune. T'es tout jeune à 18 ans. C'est sûr que c'est troublant. Puis en plus, on avait c'est le début du fromage Squick Squick. J'allais le dire. Ah, excuse-moi, Vanessa, non, mais je c'est m'excuse. correct. C'était mon prochain moment marquant. Vas-y, participe avec moi. Vas-y. Non, mais c'est parce que Suzy, dans la fameuse minute de téléphone... Je pensais que c'était Annie, en plus. Il me semble que c'est Suzy. Non, mais je sais pas, Val, Suzy. tu peux peut-être corroborer. Il me semble que c'est Suzy. Mais c'est-tu Annie? Mon Dieu, c'est lequel des deux? Pas mal sûr que c'est Suzy, moi. Je pense que c'était celle qui avait les cheveux blonds. Écrivez-nous dans les commentaires. Mais il me semble que c'est Suzy qui avait dit au téléphone, dans sa minute de téléphone, à ses parents, qu'elle s'ennuyait du fromage Squick Squick de la fromagerie Boivin. Ils se sont servis de ça longtemps. Puis il y avait la face. Ils s'en servent encore. Ils s'en servent encore. Il me semble que c'était la face de Suzy, c'est la pancarte. Oui, ça se peut qu'il y a eu la face d'une des deux. Là. Mais ils s'en servent encore. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai entendu une entrevue avec justement le propriétaire de la fromagerie Boivin. Puis il a reparlé de fromage Squick Squick. Ils servent encore de l'expression. Ça le suit. L'accent de Wilfred, t'en as parlé tantôt, je veux pas que le papy moure. Mais aussi ses minutes de téléphone avec sa blonde Denise. Moi, ça m'avait vraiment marqué, non seulement parce que j'étais très jalouse de Denise à l'époque, là, j'aurais bien aimé ça, être la blonde de Wilfred, moi aussi, mais on dirait que quelqu'un qui y parlait, il y avait comme vraiment un plus lourd accent que je trouvais absolument irrésistible. Mais aussi sa coupe de cheveux, un peu en pétard, l'espèce de faux hawk. L'espèce de petit pointu de cheveux dans les airs et son fameux look manche longue, chemise par-dessus. Ouais. Oui. Puis ça, là, ça a été une mode. Après ça a été la mode. Là. Tous les gars au secondaire avaient des chandails avec des chemises par-dessus et la coupe Wilfred de cheveux aussi. C'est ça la mode. Exactement. Après ça, les faces de Marie-Hélène quand elle chantait. Un moment donné, je me rappelle qu'elle s'était fait dire qu'elle n'était pas obligée de faire lettre de même pendant qu'elle forçait. Je pense que c'est Denise Filiatro qui avait dit, parce qu'au début de l'aventure, quand elle avait à pousser une note, elle te faisait une face de grimace, là, c'était quelque chose. Puis un moment donné, on le voyait qu'elle travaillait là-dessus, puis j'étais contente pour elle. Après ça, Jean-François Bastien a eu le droit d'aller à l'accouchement de sa blonde, comme ça a été le cas de William. J'avais oublié ça. Mais je m'en suis souvenue en lisant là-dessus. J'ai dit, c'est vrai, il était parti voir sa conjointe. J'espère. Oui, il avait eu le droit d'y aller. Après ça, quand Marie-Hélène, Maritza et Annie ont rencontré Céline Dion à Las Vegas. Oh, mon Dieu. Hein? Ça, là, Vanessa et moi, on a regardé la même émission sur YouTube récemment qui faisait le résumé de Star Academy 2003. Et j'avoue que ce moment-là, j'ai vraiment pleuré beaucoup. Ben, c'était parce touchant. C'était tellement beau de les voir rencontrer Céline. Puis là, Céline, qui évidemment est too much, elle dit « Oh, mais moi, je vous écoute tout le temps. C'est moi qui est fan de vous autres. » Ça peut. Céline, c'est fan autant que ça de Annie Villeneuve. Genre, je pense que Annie est plus fan de toi, là. C'est vrai qu'elle avait dit ça. J'aime ça que tu as dit Céline qui était too much. Voilà, c'est mon seul commentaire. Je ne suis pas un fan de Céline, hein. Alors je l'annonce ici publiquement. Je ne suis pas un fan de Céline. Nous autres, c'est notre queen. On l'a déjà vu en show ensemble. Parce que les gens ne voient pas, mais nous, on voit Valérie actuellement qui porte arbore fièrement un chandail écrit dessus « Féline Dion » avec un petit chat en dessous. Je veux pas, on passera pas, vous comprendrez bien, tous les autres éditions de Star Academy parce que ça prendrait 1 heure, ça même si ça me ferait plaisir comme les gens et que je serais prête à le faire. Mais on le fera pas. Mais je veux quand même qu'on revienne sur certains candidats qui nous ont marqués, pas nécessairement pour leur succès, mais parce qu'on se souvient d'eux autres pour X raisons. Donc, j'irai d'emblée avec Corneliu. Vous souvenez-vous de Corneliu? Oui, bien le sûr. chanteur d'opéra. Il était dans la 2e cohorte en 2004, chanteur d'opéra avec un nom dont on se souvient et avec une voix aussi. C'était spécial ce qu'il faisait là. Oui, puis il chantait quand même bien. Ah oui, il était bon. Dans ce qu'il faisait. Oui, puis d'ailleurs, il a sorti avec Meggy Lagacé. Oui. Meggy, une belle blonde qui, elle aussi, me marquait quand même. Elle avait chanté, entre autres, avec Éric Lapointe et ça avait fini sous la pluie. Hey, ça, c'est une autre affaire. Hein? Les grandes mises en scène exagérées des premiers Star Academy, la fausse pluie, puis des fois, le monde arrivait en volant, accroché en on sait pas trop quoi, puis on montait des escaliers de chaque bord, puis lui, il va être en haut des marches, puis l'autre va être au volant de l'autobus, ça va être drôle. Tu sais, c'était vraiment des grandes mises en scène très exagérées. Donc, je me souviens de ce moment-là, et aussi, elle avait chanté Poussière d'ange d'Ariane Moffat, dans, cette fois-ci, une mise en scène très sobre. Lumière tamisée, assise nu-pied en indien sur son petit banc, puis elle avait offert cette performance-là, qui avait beaucoup joué à la radio d'ailleurs.
Puis elle, moi, ça m'a marqué aussi, je me rappelle, il y avait eu une espèce d'idylle entre elle et un autre candidat. Marc-André. Marc-André Fortin. Marc-André Niquette. Ah non, Niquette. Qui a été le finaliste masculin. Et puis je me souviens qu'à un moment donné, ils étaient dehors ensemble. Et c'était comme collé. On l'avait vu à TV parce que, tu sais, il était filmé tout le temps. Fait que là, ils nous avaient passé ça à TV, mais elle voulait comme pas trop. Tu sais, elle voulait pas être dans un showman's, comme dirait si bien Lisanne Nadeau. Elle voulait pas être prise dans un showman's. Fait que elle l'avait comme un peu repoussé. Puis finalement, à la fin de Star Academy 2004, ils sont allés en voyage ensemble dans le Sud. Puis là, elle s'est pognée Corneliu. Puis ils ont été avec un bout de temps. OK, c'est bon. Fait qu'il devait être bien déçu. Finalement, Marc-André est devenu Corneliu. Et c'est Jean-Thomas Jobin qui a quand même un spectacle qui s'appelait « Il pleut des Corneliu ». Soulever des Corneliu. Soulever des Corneliu. Oui, en effet. Aussi, dans cette même édition, il y avait Martin Giroux qui a marqué beaucoup parce que lui, il avait eu un cancer. Hein, et même pendant qu'il était à l'Académie, il y avait certains traitements à faire. Donc, ça agissait un peu sur son humeur, sur ses capacités physiques aussi. Il est en rémission, on est content pour lui, depuis 2008. Et lui aussi a sorti avec une académicienne, Jenny Haché. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Elle a quitté dès sa première semaine dans l'édition de 2005. On dirait que... Ça, c'est plus niché. Là. Ça, c'est plus niché. Écoute, elle avait 18 ans. Elle chantait bien, tout ça. Elle était prise à l'Académie, mais rendue là-bas, c'était comme too much pour elle d'être filmée H24 puis d'être tout le temps en performance. T'sais, on dirait qu'elle ne sentait jamais qu'elle pouvait être elle-même, puis c'était trop pour elle. Donc, elle est partie de l'aventure. Édition de 2005 qui a vu d'ailleurs couronner Marc-André Fortin d'Héberville et en deuxième, Audrey Gagnon, une autre fille de la région. Et d'ailleurs, Marc-André avait séparé avec elle le 50 000 qu'il avait eu en prix. Ça l'a bien ému tout le monde. Puis tu sais, dans ce temps-là, on ne se rappelle pas, je pense, à quel point c'était gros Star Academy parce qu'il y avait des rassemblements, des fois 5 000, 6 000 personnes dans les arénas avec les pancartes pour faire voter le monde, tu sais. Puis les T-shirts, puis les affaires, les produits dérivés. Fait que ça, c'est ça. On se rappelle pas nécessairement de ça, mais je pense que tout le Saguenay avait pleuré. Tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean était ému à ce moment-là. Après ça, il y a eu un autre couple aussi, Brigitte Boisjoli et Jean-Philippe Audet, qui eux autres ont fait l'année 2009 ensemble. On se rappelle moins de Jean-Philippe, je pense. Oui, puis Brigitte est quand même encore une carrière qui est quand même pas pire malgré tout. Jean-Philippe, il était musicien pour le spectacle de Brigitte Boisjoli que j'ai vu il y a quelques années quand elle était venue faire le show avec elle reprenait les chansons de Patsy Cline. Puis Jean-Philippe, c'était son guitariste. Ben oui, c'est ça. Puis il a travaillé sur ses albums aussi. Oui, je me suis rappelé de lui parce que finalement, c'était comme il était beau garçon. Et là, on va quasiment boucler la boucle. Maxime Landry, en 2009, qui a gagné et qui fait Big Brother cette année. Big Brother! On en parlait tantôt. Et j'adore. Écoute, moi, je lance ça dans l'univers, mais si Maxime Landry, tout ça, veux-tu m'envoyer un petit message? On va devenir des amis, puis ça va être bien beau. Oh. On se met là-dessus. Discussion naïve va se mettre là-dessus. Donc, écoutez, là, j'aurais pu vous en parler encore très longtemps, mais je voulais quand même conclure, si vous le voulez bien, avec un petit bout de ma chronique un peu plus triste, parce que c'est pas tous les académiciens qui s'en sont bien sortis après. T'sais. On parle souvent de ceux qui ont réussi, mais il y en a qui ça a été dur pour eux autres, puis ça a été dur mentalement, puis qui gardent un goût amer de cette aventure-là. Et c'est le cas, entre autres, de Marie-Ève Côté. Je sais pas si vous vous souvenez d'elle. Elle avait chanté Femme, tu sais, là. Oui. Une femme avec... Ouais. Femme. Exactement. Elle a trouvé ça vraiment rough. Il a fallu qu'elle consulte, qu'elle voie un psychologue. Puis elle a encore un goût amer aujourd'hui de cette aventure-là. Elle a trouvé ça comme vraiment comme si elle s'était faite manipuler. Elle a dit qu'elle s'est faite promettre des choses qui sont jamais arrivées, qu'elle est désillusionnée, que c'était échec après son parcours à l'Académie et qu'elle se sentait vraiment pas en paix avec ce passé-là, que c'était une étiquette qui a collé à la peau longtemps, puis comme elle avait l'étiquette Star Academy, c'était comme si les gens voulaient pas travailler avec. Tu sais, comme s'ils pensaient qu'elle allait coûter plus cher ou tu sais qu'elle appartenait à TVA. Tu sais, donc dans le milieu, ça a été super dur pour elle. Et même chose pour Stéphane Mercier. On en parlait tantôt, Stéphane de Non-Métal. Lui, il aurait aimé ça, réussir en musique, mais ça n'a pas été le cas. Puis, tu sais, aujourd'hui, il travaille chez un concessionnaire, il gagne bien sa vie, mais avant ça, il a vraiment essayé que ça marche tellement qu'il a fait une faillite personnelle. Il a fallu qu'il vende sa maison. Il y avait des enfants, tu sais, c'était compliqué.
Puis ça n'a juste jamais arrivé. T'sais. Puis des fois, on ne sait pas pourquoi ça ne marche pas. Il y a plein de facteurs. Puis c'est sûrement qu'il a travaillé super fort, mais ça n'a juste pas été le cas. Fait que c'est triste de voir ça. Et le dernier aussi qui avait parlé de ça publiquement, c'était Dave Roussy. On en a parlé tantôt un petit peu, me semble. C'est lui de Bécomo. Je pense que c'est le même. C'est-tu le même, Dave? Non, on dirait que je me mets à douter. Dave Roussy, c'est la deuxième saison. C'est lui qui voulait manger des poutines de la cantine Simpson. Oui, exactement. C'était-tu le gars des plats? Il avait parlé de ça aussi, me semble. Merci. Hey, là, je doutais, mais tu as raison, je m'en rappelle. Ben lui, il a fallu qu'il se réinvente, si tu veux. Il a été longtemps chansonnier dans des bars, plus de 15 ans, mais à un moment donné, il voit bien que ça n'allait pas plus loin que ça. Fait qu'il est devenu soins infirmiers. Infirmier? Infirmier. Il a fait un cours en soins infirmiers. Il a recommencé à aller à l'école. Il avait 34 ans quand même. Il faut le faire. Puis là, ben, il fait beaucoup moins de musique. Il en fait encore. C'est un deuil qu'il a eu à faire dans sa vie. Puis il a trouvé ça dur, mais il était quand même reconnaissant là, d'avoir vécu l'expérience Star Academy. Ah ben, c'est bien ça. Je vais donc conclure ici, même si on a le goût d'en parler. En tout cas, moi, j'aurais le goût d'en parler encore plus. Mais je veux on laisse du temps à notre invité. Ben oui. On l'a gardé pour le dessert. La pro de RuPaul's Drag Race est avec nous ce soir. Oui. Je pense la plus grande fan québécoise, là, je pourrais dire, sans me tromper. Je sais pas si je suis la plus grande fan québécoise, parce que, tu sais, je prendrai pas, je m'auto-congratulerai pas de ce titre-là, mais je suis probablement dans les plus grandes fans. On va dire ça comme ça. J'ai vu toutes les saisons, plusieurs fois. J'écoute des podcasts après chaque épisode pour analyser. J'écoute des émissions sur YouTube. Il y a des drag queens que je suis sur YouTube. En tout cas, bref, c'est ça. Je pense que c'est ça. Je suis bien qualifiée pour parler de RuPaul's Drag Race, mais comme vous autres, j'aurais pu en parler pendant 3 heures. Ben moi, je l'ai fait. Là, mais... Je pourrais juste parler de ma drag queen préférée, Trixie Mattel. Je pourrais en parler pendant 3 heures juste de elle. T'sais. Donc là, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un angle avec ça. Donc, je vais parler des sujets qui ressortent à chaque épisode parce que pour moi, RuPaul's Drag Race, oui, c'est de la paillette, oui, c'est des lip-sync, oui, c'est du drama, mais il y a aussi beaucoup de sujets, moi, qui m'ont interpellée. Je trouve que c'est des sujets qui sont hyper importants dans la société. Je me dis que si tout le monde le regardait puis entendait parler de ces sujets-là, probablement que ça ouvrirait les horizons de plusieurs personnes. Premièrement, RuPaul's Drag Race, première saison a été diffusée en 2009. Donc, ça fait pas si longtemps que ça. En même temps, remontons en 2009. Là, c'était quand même assez big là, quand c'est sorti. Les premières drag queens qui ont participé à ça, RuPaul le répète beaucoup. J'ai regardé la saison 1 récemment, puis RuPaul le dit beaucoup, vous êtes des pionnières, vous êtes extrêmement courageuses. Parce que c'est pas une culture qui était connue encore nécessairement du grand public. C'était même tabou encore. Exactement. Il y en avait quelques-unes là, qu'on connaissait. RuPaul, par exemple, en est un bon exemple. C'est apparu là, dans des vidéoclips, dans des films, bon, plein de choses comme ça. Mais sinon, c'est quand même... C'est ça. C'était pas le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. Donc, de s'afficher comme ça, puis d'être à la télévision dans une compétition comme celle-là, c'était gros. Puis c'est pour pas grand-chose, finalement, parce que la première saison, en 2009, le prix, c'était 20 000 et être la vedette du Drag Race Tour de Logo TV. Une apparition dans la campagne publicitaire pour les lunettes LA Eyewear et une apparition dans le magazine Paper. C'est ça le prix. Oui, on sentait qu'on est loin de ce que c'est maintenant. Exactement, alors qu'aujourd'hui, le Grand Prix, c'est 100 000 et 1 an d'approvisionnement de maquillage chez Anastasia Beverly Hills. Et pour une drag queen, 1 an d'approvisionnement en maquillage. C'est énorme. C'est énorme. Ça vaut cher. Donc, voilà. Donc, ces drag queens-là ont quand même été des pionnières. Et déjà, dans la première saison, on sentait qu'on n'avait pas peur nécessairement des tabous. Parce que il y a une candidate qui s'appelle Angina, qu'on a pu revoir dans le All-Star 5 d'ailleurs. Et si vous voulez voir Angina vraiment à son best, moi, je vous propose la saison 1, parce que dans le All-Star 5, ça n'a pas été très fort. Ça n'a pas été là longtemps. Disons-le. Mais dans la saison 1, c'est une candidate qui était
vraiment là, excellente. La première drag queen qui est arrivée, pas de perruque. Tu sais, on parle beaucoup de Sacha Velour avec son pas de perruque, mais Ongina n'en portait pas non plus. Donc, il y a un épisode où elle avoue qu'elle a le VIH. Oui, je me rappelle. D'avouer ça à la télé, et là, ça ouvre la discussion. Elles en parlent entre elles. Puis souvent, ces confidences-là arrivent pendant qu'elles sont en train de se préparer pour le runway, donc pour aller avec la catégorie, puis leur outfit, tout ça, leur costume, leur robe. C'est là qu'elle en parle. Et il y avait un défi aussi dans cet épisode-là où il fallait qu'elle fasse une campagne publicitaire. Et là, c'est là un peu où elle a dévoilé qu'elle avait le VIH. Et ça a été vraiment comme gros. Mais ça ne l'a pas sauvé de l'élimination parce qu'elle est quand même partie de cet épisode-là. Je pense que ça avait soulevé un temps dans le temps aussi. Les gens n'étaient pas prêts à ce moment-là. Ben, c'est ça. À part là, sa performance avait été bonne, mais à part là. Et c'est ça qui est particulier de RuPaul's Drag Race, c'est qu'on aborde tellement de gros thèmes importants, mais ça ne vient jamais changer la courbe de la performance des queens. C'est-à-dire qu'on voit des fois ça, tu sais, puis je pense que c'est un gros aspect qui ressort des fois, surtout quand c'est le public qui vote. Puis là, je dis pas que le public vote pas comme il faut, c'est pas ça du tout. Mais tu sais, des fois, là où la candidate va avoir une histoire un peu triste, ben, va aller chercher la faveur du public. Là, comme c'est pas le public qui vote, comme c'est RuPaul qui décide et les jurys, ben, ils ont bien beau avoir l'histoire qu'ils voudront. S'ils trouvent qu'ils n'ont pas bien performé, ben, ils les envoient. Ça n'a pas nécessairement d'incidence. Donc, à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a vraiment des sujets qu'ils ont envie de mettre de l'avant. Parmi ceux qui m'ont touché le plus récemment, dans Canada's Drag Race, parce que RuPaul's Drag Race a eu quand même des petits un peu partout dans le monde, il y a quand même Canada, Angleterre, Allemagne, Australie, Chili, Espagne, Pays-Bas et Thaïlande qui ont leur version de Drag Race. Et dans Canada's Drag Race, qui a été diffusé sur Crave l'été dernier, il y a toujours un makeover challenge. Donc, il y a des gens qui viennent retrouver les drags. Par le passé, il y a eu des militaires, il y a eu des super fans de Drag Race qui sont arrivés. Des fois, c'est des anciennes candidates qui reviennent. Puis là, il faut qu'ils fassent le challenge makeover. Mais dans Canada's Drag Race, c'était des gens qui ont participé avec un organisme qui s'appelle Rainbow Railroad, pardonnez mon anglais, qui est en fait une organisation qui aide les personnes LGBTQ+, à échapper à la violence, à la persécution dans leur pays d'origine et qui font en sorte qu'ils peuvent immigrer au Canada. Donc, ils les aident à faire ça, ils payent leur immigration, tout ça, ils les aident quand ils sont arrivés. Puis, d'entendre ces gens-là parler de leur histoire, il y en a pour qui c'était « je viens au Canada où je cours la chance de mourir dans mon pays ». Parce qu'il y a encore des pays dans le monde où c'est illégal d'être gay, de faire partie de cette communauté-là. Donc, on a cette histoire-là, on rencontre ces gens-là, puis là, je me dis, mais tu sais, c'est quand même un sujet qui est gros, là, qui est beaucoup discuté dans l'actualité. Puis je me dis, mais on regarde ça, moi, je pleurais, puis je me disais, mais comment tu peux être contre l'immigration après avoir regardé ça, tu sais? Oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. Dans une compétition de drag queen qu'on voit ça. Moi, ça me fascine de voir à quel point on aborde des sujets qui sont hyper sensibles, hyper importants, puis qu'on le fait d'une manière naturelle, puis d'une manière ludique. C'est beau, puis ça fait juste comme nous ouvrir les yeux sur plein de choses. Ça nous amène à la tolérance un peu plus. C'est le genre de choses qui nous amènent à être tolérants un peu plus. Bien, tout à fait. Parce que on s'attache à ces gens-là. Puis là, après ça, ben eux réagissent d'une certaine façon. Puis là, eux ont des opinions là-dessus. Puis ils nous amènent justement à peut-être penser autrement. Tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression d'être plus ouverte depuis que j'ai découvert RuPaul's Drag Race. Puis dans plein d'aspects de ma vie. Autant plus ouverte à la différence que même plus ouverte à ma féminité. C'est gros de dire ça, là. Mais c'est comme si
eux, ils célèbrent tellement la femme que je me suis dit, ben, Colin, moi j'en suis une, pourquoi on se célèbre pas plus? Donc, oui, puis c'est la femme sous toutes ses formes, tu sais, la femme trans, la femme, la personne qui aime se déguiser en femme pour faire un personnage, pour faire un show, mais qui est aussi une partie de leur personnalité. C'est vrai que il y a une grande part, en fait, quasiment, je dirais, éducative, tu sais, dans cette émission-là, puis qui passe des messages, mais tout en le faisant de manière légère. Tu sais, c'est pas lourd, là, quand tu parles de ça. Là. Non, vraiment pas. Ça a l'air lourd, là, ça a l'air... je dis ça, puis les gens sont comme, mon Dieu, ça a l'air aride, mais pas du tout, là. C'est tellement fait de belle façon, avec une ouverture, c'est beau. C'est un beau petit moment touchant où les gens parlent de leur histoire. Après ça, on passe à autre chose. Ils s'en vont marcher en talons hauts, ils sont pas bons, puis on rit de ça, tu sais. Après ça, on les voit se pader, puis ils sont pas habitués, puis c'est drôle, puis stocker la première fois, c'est-à-dire imiter les parties génitales d'une femme quand t'es un homme, on s'entend que ça aussi, c'est drôle. Fait que, tu sais, on passe à travers tous ces moments-là. C'est sûr qu'il faut pas oublier que c'est une compétition non plus. Là. Fait que oui, il y a toujours un bel esprit de fraternité par rapport à tout ça, mais reste ensuite la compétition. Il y a plein de sujets là, qui ont été abordés. Saison 7 avec Katia, qui est une de mes drag queens préférées. Elle parlait à un moment donné de son anxiété puis de sa sobriété aussi. Parce qu'elle, l'alcool, la drogue, tout ça. Donc, on la voit comme avoir un gros moment, là, tu sais, là, d'avoir de la difficulté à être là puis à dire, je pense que je serais pas capable de passer au travers. Puis là, ils parlent de ça, c'est beau, ils ont leur moment. Après ça, on passe à autre chose. Puis je voyais, je regardais une vidéo justement de ça, de ce moment-là avec Katia, puis il y a des gens dans les commentaires sur YouTube qui disaient « Mais merci d'en avoir parlé, tu sais, parce que moi aussi, j'ai ces problèmes-là. » Puis de voir quelqu'un en parler ouvertement, puis de voir quelqu'un d'autre vivre avec ça, ben moi, ça m'a aidé à accepter mon problème, ça m'a aidé comme à passer au travers, parce que là, ces gens vont se rattacher à ces queens-là. Donc, il y a tout cet aspect-là. On en a parlé, les candidats transgenres, il y en a eu quelques-uns. Sonic, qui a été la première dans la saison 2, a avoué lors de l'épisode de la réunion qu'elle n'était pas seulement une drag queen, qu'elle était aussi une femme trans. Il y a eu ensuite Monica Beverly Hills qui l'a avoué dans la saison 3 aussi, en plein pendant la saison. La première qui est revenue en tant que vraiment femme trans, c'est Gia Gunn durant le All-Star 4, quand elle avait compétitionné. Donc, ça avait été dit, mais c'était pas vers la transition. Et là, cette année, dans la saison 13, pour la première fois, c'est un homme trans qui participe et c'est Gottmik, en fait. Donc, c'est assez historique. On s'entend là d'avoir un homme trans à RuPaul's Drag Race. Sinon, cette saison-ci, on parle beaucoup du Black Lives Matter aussi, avec la candidate Simone, que j'adore. D'ailleurs, top 4, s'il vous plaît, et même donnez-lui la couronne tout de suite, selon moi. Elle est vraiment comme réputée pour avoir toujours être très mode, toujours des beaux outfits, tout ça. Et il y a de ça quelques épisodes. Elle est arrivée sur la passerelle, puis elle avait une robe blanche, c'était super beau, super élégant. Et là, elle se tourne de dos et dans son dos, il y a des trous de balles avec du sang. Puis c'est écrit sur son chapeau, c'est écrit « Say their names », donc dites leur nom. Vraiment, là, pour parler de tout ce qui est arrivé aux États-Unis avec ces personnes noires qui ont été abattues par les policiers, tout ça. Donc, c'était tellement beau, c'était tellement puissant. J'ai eu, écoute, des frissons là, sur les bras. Là. C'est un moment de... c'était fou, là. Puis ça, c'est une émission de télé-réalité, une émission de drag queen qui nous apporte ces sujets-là, qui nous élève, qui nous porte à réfléchir aussi sur la conséquence de nos gestes, puis tout ça, là. Tellement, c'est tellement vrai. Puis je trouve tellement que c'est une belle manière de passer des messages. Comme on l'a dit tantôt, sans que ce soit lourd. Tu sais, c'est tout le temps, on trouve ça beau.
En fait, il y a tout le temps un côté qui nous amène le beau de ces messages-là. Ouais, puis c'est tellement assumé aussi, ces personnes-là, dans leur personnage ou dans ce qu'elles font. Donc, c'est tellement assumé et c'est tellement... Tu sais, souvent, des fois, on dit c'est beaucoup, mais c'est justement ce qui fait que c'est beau, c'est que c'est quasiment trop, mais c'est ça qui est beau dans ces personnages-là. Fait que même dans les gestes, donc d'utiliser, dans le fond, le symbole de tout ce qu'elles font pour aller donner des messages, aller porter des choses, puis être capable vraiment d'assumer tout ça. Donc, moi, je pense qu'il y a des beaux messages qui se traversent comme ça, là, qui se passent comme ça, là. Puis moi, je trouve ça cool aussi qu'on mette ça de l'avant, la drague. Parce que, tu sais, quand tu penses à ça, c'est très niché, là, comme concept, tu sais. Puis les défis, c'est de créer des robes avec n'importe quoi, c'est de créer des chorégraphies, des chansons. Puis, tu sais, c'est pas comme, mettons, une compétition, comme je faisais un exemple tantôt de verre soufflé. Ouais. Ben là, tu sais, OK, n'importe qui voudrait un peu pourrait apprendre à faire de ça. Tu sais, c'est quand même, j'ai l'impression, plus accessible peut-être que la drague, qui est quand même très, très nichée, mais qu'on aime tellement regarder. Qui est très nichée et surtout que avec cette émission-là, il y a des drag queens qui se sont élevées au rang de superstars, là, mais vraiment, elles font des tournées mondiales, partout où elles vont, ça fonctionne. Et moi, je pense à Bianca Del Rio, qui était dans la saison 6, spoiler alerte, qui a gagné la saison 6, mais elle, c'est vraiment une superstar, puis elle, en fait, elle fait du stand-up, c'est une humoriste. Ouais. Puis elle le fait en drague. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de drague aussi. Il y en a qui font de la chanson, qui sortent des albums, ça marche au bout. Je pense justement à ma drague préférée, Trixie Mattel, qui, elle, fait de la musique. Souvent, les drag queens vont faire de la musique, ça va être super pop, électro. Elle a fait du folk, du folk country. Aussi, ça marche ses affaires. Fait que ça a vraiment démocratisé l'art de la drague. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert ça grâce à cette émission-là. Je pense aussi que ça amène les gens à vouloir être curieux de cet art-là, puis à découvrir aussi les dragues locales, parce qu'il n'y a pas seulement les dragues de RuPaul's Drag Race, il y en a partout aussi, puis il y en a au Québec. Donc, tu sais, depuis longtemps, le Mado Lamotte, ça fait combien de temps qu'on parle de Mado Lamotte au Québec? Puis avant, c'était quasiment un extraterrestre, tu sais, puis mais aujourd'hui, on comprend que non, c'est son art. Donc, c'est ça, quand même un gros impact là, dans la culture populaire. Et je m'en voudrais de ne pas revenir là, sur un lip-sync que vous devez absolument voir quand on parle de sujets importants, qui est dans la saison 12, qui est un lip-sync de Widow Von Du et de Jackie Cox, où le thème du runway, en fait, c'était le drapeau des États-Unis. Donc, le thème, c'était, en fait, Stars and Stripes Forever, donc étoiles et lignes. En rapport avec le drapeau américain. Oui, ben oui. Voilà, le drapeau américain. Et les deux sont arrivés avec leur version du drapeau américain, puis leur version de quoi représentait l'Amérique pour eux. Puis là, on se rapporte, là, à cette époque-là, c'était l'an passé, donc en 2020, Donald Trump est encore à la tête des États-Unis. Les tensions étaient grandes. Widow Von Du est arrivée avec un outfit hommage à Black Panther. Donc, c'était tout en noir avec des étoiles. C'était ça son hommage. Et Jackie Cox, elle est arrivée avec un caftan rayé rouge, un hijab bleu avec des étoiles parce qu'elle est musulmane. Donc, voulait justement donc parler de les États-Unis pour les immigrants, surtout ce que ça représente aussi pour les musulmans. Et les deux ont fait le lip-sync finalement. Et ce lip-sync-là, je l'ai vu, ça m'a troublée dans la meilleure façon que vous pouvez être troublé. J'ai pleuré, j'en ai parlé sur Facebook, il fallait que je m'exprime, il fallait que j'en parle. Jackie dans la lumière sur Firework de Katy Perry, avec tout le message qu'il y a derrière son habillement. Je l'ai regardé encore cette semaine, justement, pour la chronique. J'ai encore pleuré. Oui. Je m'en rappelle, là, tu m'avais écrit. Oui, mais ça avait été tellement beau, c'est vrai. Là, moi aussi, je l'ai en tête. D'ailleurs, quelle
grande saison que la saison 12. La saison 12. Ouais, je vais être obligé d'aller voir ça, saison 12 sur le drapeau. Ben, écoute, là, si tu veux, je peux te faire mes saisons préférées de Drag Race que tu peux regarder. Vas-y. OK. Alors, on commence avec la saison 3, où je trouve que là, le drama embarque avec Raja, Shangela qui était là au départ. Donc, il est arrivé, Shangela qui a fait un retour dans la saison 3 avec le groupe des Haters, le groupe des Boogers. Donc là, ça, c'est vraiment une bonne saison qui mise sur la mode aussi. Ensuite, on a la saison 5 avec Alyssa Edwards, Alaska, Detox, Jinx Monsoon. Et là aussi, il y avait le underdog qui était Jinx avec la gang des Cool, Rolla Catox qui était là. La saison 9, selon moi, vaut vraiment le détour avec une des drag queens qui me fait le plus capoter, qui s'appelle Sacha Velour, qui a surtout marqué pour son lip-sync final. Et c'est d'ailleurs dans la saison 9 où on a commencé à faire les compétitions de lip-sync pour déterminer la grande gagnante. Donc, Sacha Velour, qu'on n'avait jamais vu faire de lip-sync durant la saison parce qu'elle n'avait jamais été en danger. On se demandait comment elle allait performer finalement et c'était du génie. Oh, C'était magnifique. La finale de la saison 9, je pense que je l'ai regardée 10 fois. C'était vraiment bon. Non, mais tu sais, peut-être que les gens se disent, voyons, comment tu peux avoir tant d'émotions devant un lip-sync? Tu sais, la personne, elle chante même pas pour vrai, mais c'est une performance. C'est une performance, voilà. Exact. C'est complètement fou. Il y a des moves. Il y en a qui vont dans l'émotion, il y en a qui vont dans la danse, dans les splits, les dead drops, tout ce que tu voudras. Moi, je trouve ça spectaculaire, je trouve ça bon, je trouve ça touchant, je trouve ça drôle. Je les aime de tout mon cœur. Je veux jamais que cette émission arrête, s'il vous plaît. Alors, c'est lancé. On va envoyer le message à RuPaul. Mais je vous ai pas conté mon anecdote de RuPaul, ça va prendre 30 secondes, c'est même pas long. Un jour, on est au chalet de ma belle-sœur d'Aymont-Valin et puis il n'y a rien à faire le soir. On sort le jeu de société, quelques arpents de piège. Il y a des questions et tout ça. Et il y a une question qui arrive à moi et ça parle de ça parle d'un travesti américain, tout ça. Et moi, je connais à l'époque RuPaul. C'est le seul que je connais. Et là, c'est toujours l'éternel. La personne, elle te pose la question, elle regarde la réponse. « Hey, si t'as ça, je vais chier à terre. » Puis j'ai comme « RuPaul? » Et là, ça fait comme... Bam! Mais moi, j'ai aucune idée. C'est le seul que je connaissais à l'époque. On remonte à quand même il y a plusieurs années, mais c'est à l'époque où justement on commençait à le voir à la télé dans certaines choses. Mais sa musique aussi? Puis c'est ça, moi je l'avais déjà vu, je pense, dans une entrevue de genre à Letterman ou un show du soir. Là, je l'avais déjà vu là une fois, puis j'avais retenu son nom. Fait que moi, il me dit travesti américain. C'est le seul que je connais, RuPaul. Fait que tu l'avais et vu. je l'ai eu. Voilà. Grâce à lui, j'ai gagné. Voilà. Puis, tu sais, il y a beaucoup quand même de rumeurs et d'affaires autour de RuPaul. Il y en a qui disent que sur le plateau, elle est froide, elle ne va pas parler au candidat à moins que la caméra soit allumée. Sur le plateau, elle ne veut pas se faire regarder dans les yeux ou que tu ne peux pas y parler tant que les caméras ne roulent pas. Et que quand la caméra est fermée, c'est comme si elle ne connaissait plus du tout les candidats. Tu sais, qu'on ne sait pas trop si c'est vrai ou pas. Mais moi, j'ai vu quand même plusieurs entrevues de RuPaul qui viennent toujours me chercher. Je trouve que ça a l'air d'une personne qui en a tellement vécu puis qui s'est tellement monté un empire à elle-même, là, qui est elle-même devenue une marque de commerce, tu sais. Ouais. Puis qui a vécu beaucoup aussi de rejet probablement, puis de confrontation, puis tu sais, en étant une personne aussi tabou, j'imagine, au début, là, tu sais, quand on recule dans le temps. Probablement qu'elle a défoncé des murs. C'est elle qui a comme battu la trille, comme on dit. Là. Ouais, elle en a défoncé tout plein. C'est sûr que c'est pas la première. Il y en a plein. C'est toute une culture. Là. On passe pas au travers de la culture parce qu'on parle de cette émission-là en particulier, mais c'est sûr que RuPaul, pour la culture populaire, elle a frayé un chemin énorme, puis elle continue de le faire aussi avec cette émission-là. Mais si on veut avoir un RuPaul sympathique, regardez la saison 13 qui est en cours maintenant. Semble-t-il que la pandémie l'a rendu bien sympathique. En tout cas, moi, j'ai comme perçu une espèce de bonne humeur, une bonhomie.
il a envie tout le temps de parler aux candidats. Je pense que RuPaul s'était aussi ennuyé de voir des gens que nous. Ben, ça se peut, ça. Se peut. Hey Valérie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler tout ce temps-là de télé-réalité, de RuPaul, de Star Academy, de Survivor. Et ce sera notre plus long épisode à date. On voit vraiment que ça nous a animé la télé-réalité. On s'en excuse d'avance aux auditeurs, mais je pense que les gens qui écoutent cet épisode doivent être autant captivés que nous. Puis ce qu'ils savent pas ou ce qu'on va vous dire, c'est qu'on aurait pu en parler encore au moins pendant 1 heure. Facilement. Si jamais vous voulez découvrir RuPaul Drag Race, il y a des épisodes sur Netflix, je pense. Il y a des séries, des saisons. Il y en a sur Netflix. La saison 1 à 12 est là présentement avec un All-Star seulement, le All-Star 4. Mais sinon, sur Crave, tout est là. Vous pouvez regarder saison 1 à 13 qui est en cours. Vous pouvez regarder les 2 Canada's Drag Race, tous les All-Stars. Également. On t'a perdu un peu. On voit qu'on arrive à la fin. On commence à perdre le signal un peu. Oups! Et ça vient de nous écrire « Votre connexion Internet est instable. » En plus, bon, ben écoute, notre routeur est fatigué. mais on a quand même compris l'essentiel, Valérie. Donc, c'est disponible sur Crave et sur Netflix pour certains épisodes. Alors, ben merci. Merci à toi, Christian, aussi. Merci à Valérie. Merci d'avoir été avec nous. Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai adoré ça. Adoré. Donc, tu es un peu comme notre invité chouchou. Peut-être que tu seras de retour dans la prochaine saison. On ne sait jamais. Peut-être que je descendrai au lac bientôt, puis je vous ferai un petit coucou. Ouais, mais là, si tu viens au lac, à un moment donné, quand ça sera possible, on fera peut-être qu'on en fera un en direct si on est encore dans le temps. Voilà. Tu seras avec nous. Oh, c'est fun, ça. Fait qu'encore une fois, merci. Puis merci d'être à l'écoute de Discussion naïve aussi. Je sais que tu écoutes chaque épisode, tu viens souvent m'en parler. Fait que merci pour ça. Si les gens qui nous écoutent aimeraient nous proposer des fois des thèmes, des chroniques, là, on n'a pas fait de chronique imposée pour notre épisode avec notre invité, mais ça va revenir au prochain épisode. On savait que ça allait être long. On savait qu'on allait faire une longue épisode. Ben, gênez-vous pas. Écrivez-nous. On a notre adresse courriel, discussionnaïve@gmail.com. On a aussi notre page Facebook où vous pouvez nous écrire. Gênez-vous pas. On remercie Valérie pour sa présence, mais aussi pour sa belle voix au début de notre podcast qu'on entend dans notre présentation. On remercie Cédric et Cadorette Martel de nous avoir fait cette si belle chanson qui nous fait groover à chaque fois qu'on l'entend. Oui, Maude Bouchard pour ses beaux dessins de nous deux. Et la Télé du Haut-du-Lac qui nous prête les studios. Alors, merci Valérie et à une prochaine fois. Je te laisse le mot de la fin. Merci d'avoir été là. Bye, Valérie. Excellente. Merci, salut.